Bonjour à tous déjà et bienvenue pour cette première webconférence du dispositif Frex Bâtiment Performant dans le cadre du programme Ombré. Donc, on est sur le sujet de la végétalisation et bâtiments aujourd'hui. Durant les mois de mai et juin, il y aura 6 autres webconférences sur 6 thématiques différentes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter quelques enseignements, nous allons vous donner quelques informations sur le programme Ombré. Ensuite, on vous donnera quelques infos sur le CAUE de la Guadeloupe, notamment avec Joël et Florence qui ont travaillé sur la thématique d'aujourd'hui. Et puis également un mot sur le dispositif Frex Bâtiment Performant pour comprendre comment ont été sélectionnés les enseignements et pourquoi on a retenu ces enseignements parmi d'autres. Donc, une première petite présentation sur Ombré. Donc, tout d'abord, c'est le programme C2E Inter-Outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie, et dont les partenaires sont Aqua, le CAUE Guadeloupe, Quai-Bâti en Martinique, Horizon Réunion, et puis la FEDOM. L'objectif général, c'est de sensibiliser, informer et former les professionnels de la construction avec 3 grands axes, qui sont le premier, la capitalisation. Donc, le but, c'était de faire un état des lieux des connaissances et des ressources existantes sur le territoire. Il y avait aussi comme objectif de capitaliser des retours d'expérience, voilà, et puis d'avoir une idée un petit peu de ce qui existe en termes de ressources et actions de sensibilisation. Un autre objectif, c'était celui de partager toutes ces ressources disponibles. Donc là, c'est en cours également. Il y a une plateforme qui est en cours de création. On peut déjà donner le nom qui s'appellera Pergola. Pour les prochaines webconférences, je mettrai le petit logo, ça sera plus officiel. L'idée, c'est d'avoir un accès facilité via un moteur de recherche sur toutes les ressources qui peuvent exister en fonction des territoires, en fonction des thématiques. Donc ça, c'était le deuxième pilier. Et puis le troisième qui était le pilier accompagné. Dans le cadre d'Ombré, toujours, il y a eu 10 projets qui ont été soutenus et impulsés par les dynamiques territoriales. Donc il y avait eu un appel à projets. Donc, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site Bâtiment Outre-mer, donc c'est le site du programme Ombré, où vous pourrez retrouver toutes ces informations. Voilà sur la partie du programme Ombré. Je laisse Florence vous donner quelques mots de présentation sur le CAUE de la Guadeloupe. Bonjour à tous. Le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe, et c'est un organisme né de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Donc, c'est une structure référente sur le territoire qui promouvoit à la qualité de l'architecture, de l'urbanisme, de l'énergie, l'environnement, des paysages et du patrimoine. Et bien sûr, les missions du CAUE sont informer, conseiller, accompagner, former et fédérer tous les acteurs et les usagers du cadre de vie, donc en particulier les collectivités, les professionnels, les associations, les particuliers et les scolaires. Donc voilà, nous avons un site web caue971.org et là vous pouvez trouver également toutes les informations sur le CAUE. Du coup, sur la partie Rex Bâtiment Performant, quelques informations, parce que c'est vraiment important de comprendre la méthodologie et de comprendre pourquoi on a choisi certains enseignements et pas d'autres. Donc le dispositif Rex Bâtiment Performant, c'est un observatoire de la sinistralité initialement, où on s'appuie sur les retours d'expérience pour éviter les non-qualités et puis anticiper ces non-qualités et diffuser des bonnes pratiques pour les éviter. Donc il est construit en 4 grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la réalisation d'audits de terrain. Donc sur le territoire de la Guadeloupe, c'est Florence et Joël qui ont mené cette campagne de visite. Donc l'objectif, c'était de répertorier 20 bâtiments performants ou vraiment d'intérêt, avec un intérêt côté performantiel, d'aller visiter ces bâtiments, de rencontrer les acteurs qui ont participé soit à leur conception, à leur réalisation, à leur rénovation, pour comprendre un petit peu l'ensemble de la démarche, et puis de collecter ces retours d'expérience une fois que le bâtiment est livré. Donc l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc ça, c'est la première étape de collecte. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de capitalisation, où on est doté au sein du dispositif d'une base de données qu'on met à destination de ce qu'on appelle les enquêteurs, donc là qui étaient Joël et Florence, où ça leur permet de saisir toutes les informations qu'ils ont récoltées, les informations génériques sur le bâtiment, sur l'enveloppe, les équipements, et puis aussi et surtout la partie événements. Donc c'est là où on peut rentrer les non-qualités qui ont été vues, les bonnes pratiques également,
et puis déjà de commencer à comprendre ce qui a pu se passer. Donc ça, c'est la partie capitalisation. Ensuite, on a une troisième partie qui est assez conséquente également, qui est l'analyse. Donc Florence et Joël, quand ils vont sur le terrain, ils ont un prisme très large. Ils vont regarder toutes les thématiques, tout ce qui concerne le bâtiment, enveloppe, équipement, etc. Mais par contre, ils ont une thématique particulière à travailler ensuite. Donc là, pour le coup, c'était sur la végétalisation et bâtiment. Et donc, ils vont faire une analyse ad hoc sur la base Rex pour voir un petit peu tout ce qui a été saisi de leur visite, mais également des visites sur les autres territoires, et puis éventuellement des visites qui ont été faites par le passé, puisqu'on a eu d'autres enquêteurs précédemment dans des programmes précédents, et dont les données sont disponibles dans la base de données. Donc le but, c'est de compiler toute cette information, d'en faire un tri, pour voir la récurrence, voir l'importance de certaines non-qualités par rapport à la sinistralité que ça peut engendrer, ou par rapport au défaut de consommation énergétique que ça peut engendrer, de surconsommation, puisque c'est aussi l'objectif dans ce programme. Et donc, du coup, ils se sont entourés également d'experts de leur thématique pour pouvoir discuter, échanger et hiérarchiser toutes ces non-qualités. Donc, en fait, voilà, tous ces paramètres sont pris en compte. Donc, il y a certains enseignements qui peuvent paraître acquis pour beaucoup, et en fait, sur le terrain, on se rend compte que c'est pas acquis, donc on souhaite les remettre sur le devant de la scène. Donc voilà, il y a toute cette sélection qui est faite, et puis ensuite, il y a tout un travail de synthèse. Ensuite, on a la quatrième et dernière étape, qui est celle de ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, hein, c'est de restituer les travaux, et puis toute une phase d'échange et de construction de livrables mis à disposition des acteurs de la filière. Donc là, on va présenter ce qu'on appelle les rapports 12 enseignements. Donc on va vous présenter quelques enseignements de ces rapports. Et vous aurez d'autres types de livrables, une déclinaison en tuto, par exemple, sur le format vidéo. Il y aura des photos commentées. Plus à destination aussi des enseignants, formateurs, on aura des QCM, des études de cas. Donc vous pourrez retrouver tous ces livrables à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est la couverture du rapport que vous allez découvrir dans quelques jours, puisqu'on est en phase de relecture orthographique pour le moment. Et vous avez sous le rapport donc, les contributeurs qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Je laisse du coup quelques mots sur l'introduction de ce rapport à Joël et de cette thématique. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, bon, déjà pour rappeler les contributeurs de ce rapport, du nombre de 5, donc 2 architectes, Pierre Nuguet et Max-Sophie Irlandais, 2 bureaux d'études, donc Cyril Berton et Laurent Séhov, et enfin un bureau de contrôle, Paul Quistin, pour la transversalité sur les risques naturels. Donc pour l'introduction, donc rappeler que la végétalisation est un outil de lutte contre les surchauffes, et aussi pour lutter contre les besoins de climatisation. On sait que dans nos climats, c'est assez essentiel et important. Et on s'attaque surtout à la partie protection sur les rafraîchissements par le phénomène d'évapotranspiration, donc ce sont l'un des atouts phares de la végétation. Et on a pu voir et constater qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion tout au long de la démarche de conception pour que l'apport de la végétalisation puisse être le plus performant possible. Un rappel aussi, c'est qu'il y a de nombreux outils existants, très récents, sur la thématique de la végétalisation, les fiches pratiques, de l'éco-gestion des espaces verts. Donc ces documents sont disponibles auprès du CAE et de nos partenaires, donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Et bien sûr, l'AQC se fera le relais. Et bien sûr, nous avons aussi malheureusement constaté des points d'amélioration sur le terrain, et c'est sur ces différents enseignements que nous allons pouvoir échanger ce matin. Voilà, donc un des premiers enseignements qu'on a souhaité partager et qui est revenu de manière assez récurrente, c'est celui d'implanter des végétaux aux abords des bâtiments. Oui, alors les abords de bâtiments sont plus ou moins, ou peu, on va dire, végétalisés. Donc en fait, l'origine de cette pratique, c'est la méconnaissance de l'intérêt de la végétation dans la stratégie de rafraîchissement, le manque d'intérêt d'entretien des abords des bâtiments et surtout la non-diversification de ces essences. Donc les principaux impacts, c'est l'inconfort thermique avec un effet d'îlot de chaleur au bord des bâtiments et à l'intérieur surtout, et l'imperméabilisation du sol qui limite en fait l'infiltration naturelle des eaux pluviales et favorise l'érosion. Et surtout, on a un défaut esthétique qu'on retrouve proche des bâtiments. Donc, les solutions correctives, c'est de choisir des palettes végétales adaptées en fonction des situations d'implantation et diversifier en fait les essences végétales, mais surtout entretenir la végétation aux abords des bâtiments. Donc, les bonnes pratiques, proposer un cahier de recommandations pour les plantations, choisir des palettes végétales adaptées à l'identification paysagère du site et aux contraintes des milieux d'implantation. Donc, notamment, ce qu'on va planter, on va dire, sur notre île
en basse terre ne sera pas forcément ce qu'on va planter aux abords des bâtiments sur la grande terre. Prendre en compte le patrimoine végétal et surtout éviter les plantes, de planter en fait des espèces dites envahissantes, toxiques, épineux ou autres espèces pas intéressantes. Donc, quelques exemples de bonnes pratiques. Planter de la végétation au bord d'un bâtiment. Et ensuite, bien sûr, les abords de bâtiments, même s'ils sont protégés pour l'ensoleillement par des débords de toiture, on peut également les végétaliser. Et ça permet en fait d'avoir une implantation, d'implanter des végétaux au bord des bâtiments pour cette question esthétique. Ok, merci Florence pour ce premier enseignement. Donc du coup, ça me permet vous avez eu un premier exemple d'enseignement. Donc ça, je rappelle juste la construction de ces enseignements. Donc vous avez vu, on part toujours de la non-qualité, en essayant de chercher les origines de ces non-qualités, les impacts que ça a. Donc on retrouvera assez régulièrement cet impact d'inconfort thermique, etc., de surconsommation énergétique liée à cet inconfort thermique, hein, puisque c'était aussi l'objet de ces thématiques. Sur ce sujet, je rajoute juste une petite info aussi sur ce sujet d'implanter des végétaux aux abords des bâtiments. Je sais qu'il y a le centre de ressources Aqua qui a diffusé assez récemment un document sur le sujet. Donc vous le retrouverez aussi dans le rapport. Vous aurez une partie référence à la fin de chaque enseignement qui vous permettra de naviguer un petit peu vers d'autres ressources pour aller plus loin sur ce sujet-là. Voilà, donc on peut poursuivre avec Joël sur le deuxième enseignement qui est celui de créer un effet de masque grâce à la végétation. Ok, merci. Alors, pour ce nouvel enseignement, donc là, on a pu constater comme non-qualité que souvent des façades de bâtiments sont soumises à des conditions extrêmes, donc rayonnement solaire, température élevée, mais également aussi des précipitations. Et les origines, souvent, sont liées à soit une absence de stratégie de protection des façades en conception, ou bien une dégradation, voire carrément une suppression des végétaux qui sont en place lors de la construction. Par rapport à cela, donc en termes de principaux impacts, on a pu noter aussi, tout comme tout à l'heure, un inconfort thermique et une surconsommation d'énergie pour le rafraîchissement, un inconfort visuel aussi dû à l'éblouissement des façades et aussi la dégradation prématurée des revêtements de façade. Par rapport à cela, donc des solutions correctives. Donc, premièrement, protéger le patrimoine végétal et les arbres déjà plantés, donc le patrimoine existant, et aussi de planter des arbres avec un feuillage qui est assez dense et procurant un ombrage naturel aux différentes façades du bâtiment. Quelques bonnes pratiques aussi, donc déjà veiller à la bonne distance des arbres avec le bâtiment, le développement des racines par exemple, et prévenir aussi par rapport aux risques naturels. Choisir aussi des essences qui sont adaptées en fonction des situations, donc le climat, technique aussi, et éviter aussi les plantes invasives et les plantes annuelles. Et enfin, adapter les entretiens pour que la végétation ne porte pas atteinte à la structure des ouvrages, donc une détérioration ou pire des remontées capillaires. Quelques exemples de bonnes pratiques. Donc déjà là, on a un exemple de patrimoine végétal du site qui a été préservé et qui protège les façades du bâtiment. Et un autre exemple, donc celui de la présence d'arbres à proximité qui apporte de l'ombrage sur le bâtiment. Donc voilà pour cet enseignement. Donc le troisième enseignement qui est végétaliser durablement les espaces de stationnement aux abords des bâtiments. Donc ça c'est un sujet qu'on avait pu traiter déjà par le passé, qu'on a souhaité remettre aussi sur ce rapport puisqu'il y a encore eu beaucoup de constats dans ce sens-là. Donc quelques constats, enfin le constat de végétaliser les parkings aux abords des bâtiments. Donc c'est des parkings qui sont fortement minéralisés et avec peu de végétation aux alentours. Donc l'origine en fait, c'est la méconnaissance des bénéfices de ce procédé, donc la végétalisation, mais surtout de très mauvais retours d'expérience. Crainte du maître d'ouvrage par des contraintes liées à l'entretien, donc souvent c'est très coûteux, il n'y a pas de contrat de maintenance. Ensuite, après, on a aussi toujours la crainte des maîtres d'ouvrage, un aspect dégradé des parkings, ou de la difficulté d'accès pour les usagers. Donc, en fait, quand ce n'est pas entretenu, on ne peut pas mettre la voiture et c'est une grosse difficulté. Les impacts, un confort thermique avec des effets d'îlots de chaleur, l'imperméabilisation des sols, limitant l'infiltration naturelle des eaux pluviales et bien sûr qui favorise l'érosion. Donc, les bonnes pratiques,
Donc, prévoir des places de parking végétalisées, pas forcément toutes les places, mais une bonne partie, dès que cela est possible. Donc, par contre, les hors place PNR, donc pour personnes à mobilité réduite, et bien sûr en respectant les contraintes d'accès pour les secours. Sensibiliser les acteurs sur l'intérêt de la végétalisation des parkings dans le cadre de la loi ZAN, Zéro Artificialisation Nette, introduire le coefficient de biotope sur les surfaces dans Alors, les je te laisse documents 2-3 minutes d'urbanisme avant de et démarrer. la programmation ainsi que dans les cahiers de décharge des maîtres d'ouvrage. Laisser le développement racinaire se faire et prévoir des entretiens réguliers pour garder un aspect uniforme et surtout faciliter l'accès. Donc, les bonnes pratiques, bien définir les zones potentielles de végétalisation, donc prendre en compte les contraintes dans chaque site, intensité de solarisation, type de sol, enfin, etc. Respecter les préconisations des fabricants pour la mise en œuvre de drainage en eau pluviale et surtout en périphérie des structures. Attention quand même aux contraintes cycloniques et bien sûr avoir une épaisseur du substrat pour les alvéoles. Donc, quelques exemples de bonnes pratiques, donc des abords bitumés, mais on a quand même une végétalisation qui atténue l'effet de l'îlot de chaleur. Et ici, vous avez des places de parking végétalisées avec des dalles perméables. Juste pour terminer sur ce sujet de parking végétalisé, donc il y a l'enseignement là qui est existant dans le rapport. C'est un sujet qui sera redéveloppé aussi via des photos commentées, puisqu'il y a pas mal d'exemples en fait de différentes localités qui ne sont pas toutes exactement liées aux mêmes causes et avec les mêmes conséquences. Et du coup, il peut y avoir des bonnes pratiques qui seront adaptées à certaines localités et pas à d'autres. Donc, vous retrouverez d'autres exemples via les photos commentées qui arriveront dans les prochaines semaines. Du coup, on peut poursuivre avec l'enseignement suivant sur le fait de prévoir une toiture végétalisée. Pour une toiture végétalisée, on part du constat déjà que la toiture accumule de la chaleur tout au long de la journée. Et on le sait très bien, en climat tropical, la toiture est l'une des parois qui accumule le plus de chaleur tout au long de la journée. Donc, il est nécessaire d'y prêter attention. Et parmi les principaux impacts, on note déjà un inconfort thermique assez prégnant, donc dû à l'impact du fort rayonnement solaire sur la toiture, et surconsommation aussi due au fort besoin de rafraîchissement, justement, pour pallier face à cet inconfort thermique. Alors, la solution technique proposée, c'est déjà de faire une étude de faisabilité technique pour la mise en œuvre d'une toiture végétalisée sur des bâtiments existants, puisque c'est une surcharge et il est nécessaire de prêter attention à cela bien en amont. Ensuite, on travaille sur les bonnes pratiques, et là-dessus, on commencera déjà par s'assurer de la bonne méthodologie de préparation et de réalisation des différentes couches, donc en particulier l'étanchéité, le drainage, le substrat, puisque ça apporte du poids. Pour les zones en plus comme la Guadeloupe-Martinique qui sont en zone sismique, c'est important de faire attention à cela. Ensuite, concevoir un complexe de culture avec soin. Donc, une couche de terre fine serait trop pauvre, par exemple, en éléments nutritifs, et donc la végétation ne pourrait pas proliférer. Préférer des plantes basses et éviter les espèces hygrophiles, nécessitant une forte humidité du sol et de l'air. Et on sait très bien aussi qu'il y a besoin d'eau important, il y a besoin de poids aussi, et la toiture ne sera peut-être pas dimensionnée pour cela. Et enfin, donc, comme bonne pratique, adapter l'entretien pour que la végétation ne porte pas atteinte à la structure des ouvrages et qu'il n'y ait pas de détérioration ou de remontée capillaire au sein de la toiture. Donc, deux exemples de bonnes pratiques. Donc, une toiture végétalisée. On voit que par rapport aux bonnes pratiques qu'on a citées, donc le complexe de culture n'est pas trop fin et permet justement à la végétation de se développer. Et une autre bonne pratique, donc là, c'est une toiture végétalisée avec un système d'arrosage en goutte à goutte, pour apporter justement les éléments dont la toiture a besoin, enfin les végétaux ont besoin pour se développer, sans non plus avoir un arrosage trop important et donc apporter trop de poids. Voilà, donc pareil, pour cet enseignement, on l'a traité d'une seule manière là, dans le rapport thématique pour aborder le sujet, mais il y avait beaucoup de sujets, il y a eu des tris qui ont été faits, mais dans les échanges qu'on a pu avoir avec l'ensemble des partenaires, notamment à La Réunion, Martinique, Guyane, etc., on a pu se rendre compte qu'il y avait aussi beaucoup de situations différentes qui pourraient demander un traitement très particulier. Donc c'est très certainement un sujet qu'on développera dans le futur pour voir quasiment peut-être un rapport complet sur ce sujet de la végétalisation des toitures.
Donc il y a encore beaucoup de choses à dire et on peut encore approfondir le sujet assez largement. Du coup, je te laisse poursuivre sur l'enseignement suivant. Alors là, c'est sur choisir des essences qui sont adaptées au contexte d'implantation. Et là, le constat, c'est que les végétaux à l'intérieur ou aux abords des bâtiments est inadaptés, soit au climat, au sol, au support ou encore à la lumière disponible. Et là, on est parti comme origine de deux choses. Premièrement, la méconnaissance des palettes végétales qui sont à privilégier en fonction des sites, et aussi une absence de prise en compte des particularités des sites d'implantation. Donc vraiment, il est nécessaire de vraiment bien connaître où on implante les végétaux pour qu'ils puissent s'adapter au contexte. Les principaux impacts, donc on a noté deux, donc déjà un défaut esthétique, puisque bon, si on met des espèces autour de bâtiments, c'est aussi pour qu'il y ait un aspect esthétique valorisant la structure. Et là, donc, on a une perte en qualité de la palette végétale, des palettes végétales, et aussi, bien sûr, un impact environnemental par le choix d'espèces qui est inadapté au contexte. Les solutions correctives, donc on en a noté une, donc déjà réimplanter des essences adaptées à la situation pour que justement elles puissent se développer dans de bonnes conditions. Les bonnes pratiques aussi, donc on en a noté 5. Donc déjà adapter les plantations au contexte agronomique, donc pluviométrie, exposition au vent, ou urbaine, donc le volume de sol aussi disponible dans l'espace à implanter. Adapter aussi la palette végétale à l'identité paysagère du site, donc ouverture vers le grand paysage, est-ce qu'on est en milieu rural, aux zones résidentielles. Faire aussi l'inventaire du patrimoine végétal du site, donc celui qui est existant, et avoir vraiment une approche quantitative et qualitative de l'existant. Donc ce qui est déjà implanté, autant le préserver pour pouvoir le valoriser. On a aussi la question de prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de l'espace à traiter, donc la topographie, les masques existants. Et enfin, en dernier point, donc sélectionner une palette végétale identitaire, donc éviter de la standardisation des plantations, utilisant un nombre limité de plantes en fait. En termes d'exemples de bonnes pratiques, on a une. Donc là, c'est des plantations qui sont variées et adaptées à la topographie du site. On voit bien qu'il y a un dénivelé et que les espèces qui sont au plus bas et celles qui sont plus hautes ne sont pas de la même espèce et donc permettent justement de s'adapter aux contraintes, avoir aussi d'autres pratiques, donc éviter l'érosion, etc. Donc tout ça est permis justement par des espèces qui sont adaptées justement au contexte d'implantation. On va poursuivre avec l'enseignement suivant qui traite du fait d'envisager l'implantation et la conservation d'arbres fruitiers. Pour cet enseignement, donc le constat, en fait, c'est les arbres fruitiers sont peu présents aux abords des ouvrages et dans les espaces publics, car ça entraîne en fait le manque de diversité de plantation et atténue la fonction rafraîchissement de l'environnement immédiat du bâtiment. Donc, l'origine, en fait, de ce peu d'arbres présents au niveau des abords, c'est surtout le vol de ces arbres fruitiers. Ensuite, des arbres qui sont toujours maltraités ou éventuellement élagués pendant leur floraison, donc elles ne vont pas porter de fruits si elles sont élaguées à cette période. Et surtout le manque d'entretien et la crainte du coût important lié à l'entretien. Donc, quand ce sont des arbres fruitiers qui ont des fruits abondants et que ce n'est pas récolté en temps, donc on a aussi les nuisibles qui viennent et qui font des dégâts sur les espaces. Les principaux impacts, donc impact environnemental par le manque de diversité des espèces et l'inconfort thermique avec un effet d'îlot de chaleur aux abords des îlots et à l'intérieur des bâtiments. Donc, les solutions correctives. Donc, protéger ce patrimoine végétal et bien sûr les arbres déjà plantés. Planter des espèces adaptées aux contraintes des milieux et types de sol et des usages, espaces de détente, passage fréquent, enfin voilà, ça permet justement de pouvoir mettre ces arbres fruitiers et qui seront ramassés par tout un chacun. Choisir des espèces facilitant une récolte aisée à hauteur d'homme afin d'éviter tout gaspillage et contraintes liées au pourrissement des fruits. Donc les bonnes pratiques, donc privilégier des arbres fruitiers sur les pelouses et dans des espaces clos pour une meilleure gestion des récoltes. Donc, bien sûr, éviter des arbres avec forte potentialité fruitier ou de fruits lourds afin de faciliter l'entretien des espaces. Donc, le manguier, on va éviter dans des espaces comme le parking, par exemple. Donc, éviter des espèces
Dépendant trop de feuilles dans des espaces de détente, de passage fréquent ou de stationnement, parce que bon, à une période de l'année, elles vont perdre ces feuilles. Et donc, du coup, l'entretien sera beaucoup plus régulier et plus contraignant pour le maître d'ouvrage. Et prendre en compte les risques liés aux arbres fruitiers, développement des racines, volume de production de fruits et surtout ramener en fait les nuisibles dans des espaces qui n'étaient pas prévus pour. Donc, ensuite, quelques bons exemples. Donc là, dans un patio, on a un bananier qui est planté au sein d'un patio. Et donc, c'est un espace quand même qui prend à forte pluviométrie. Donc, le bananier va justement permettre d'éviter, avec ses racines, d'absorber l'important d'eau qu'on va recevoir au niveau de cet espace-là. Merci. Et du coup, idem hein, sur cet enseignement, dans le rapport, vous trouverez des références qui vous envoient vers des documents très explicites qui expliquent le fait que si l'entretien est prévu en amont, l'usage du lieu où est implanté ces arbres fruitiers, ça se passe très bien et au contraire, ça amène un intérêt sur le maintien de cette végétation. Du coup, l'enseignement suivant, c'est celui d'organiser la végétalisation d'un patio. Donc, ça fait la transition justement avec l'exemple qu'on vient de voir. Donc, le constat non-qualité, c'est la densité de la végétation du patio est faible. Le nombre et le volume des plants mis en place ne permet pas le développement de cet îlot de fraîcheur qu'on a souhaité auparavant. Donc, l'origine, en fait, c'est surtout des sols compactés, faibles en épaisseur, et donc approvis de substrats. Défaut d'entretien ou de choix de l'aménagement inadapté et l'absence d'arrosage ou de drainage défaillant. Donc, les principaux impacts, inconfort thermique, absence des strates basses et ou paillage entraînant le tassement de cette terre et une impérialisation du sol limitant la gestion des eaux pluviales. Et bien sûr, un défaut d'esthétique parce que c'est pas très beau en fait d'être dans un patio et qu'il n'y a pas de végétalisation. Donc les solutions correctives, donc c'est revoir la qualité des substrats, de la culture pour assurer le développement des végétaux sur des dalles ou des plaintes en pleine terre. Choisir et réimplanter des espèces adaptées aux contraintes du patio, donc espacées clairement, et en assurant la diversité des hauteurs. Donc quand même d'avoir des plantes basses, des plantes en haie ou éventuellement des arbres fruitiers qu'on peut retrouver justement dans ces espaces. Assurer une bonne gestion de l'eau pluviale et une couverture du sol, plantes, couvre-sol ou paillage pour la protection. Définir clairement les usages avant tout aménagement, accessible ou non accessible. Donc, dans certains endroits, on voit qu'il y a quand même une fonctionnalité dans ces espaces spatiaux et dans d'autres, il n'y a pas d'accès. Laisser les zones de passage pour l'entretien et les interventions sur les façades de l'ouvrage. Donc, des espaces, on va dire, pas forcément minéralisés, mais avec du gravier ou éventuellement un béton de propreté. Et anticiper la gestion de l'entretien et de l'arrosage. Donc, quelques bonnes pratiques. La végétalisation de patio qui a été réalisée de différentes espèces et surtout des hauteurs et qui couvre entièrement le sol. Donc là, on voit vraiment une végétation adaptée en fait à cet espace. Ici, là, nous avons par contre un patio qui a aussi un usage. Donc, on a des espaces de détente, d'assises et aussi de cheminement. Donc là, avec différentes espèces et des dalles minérales qui permettent justement le déplacement de tout un chacun. Voilà. Ok, merci. Du coup, Joël, sur l'enseignement suivant, donc, qui est le fait d'assurer une gestion de l'eau efficace autour et dans le bâtiment.
C'est un enseignement, c'est vrai, qui peut toucher beaucoup d'autres enseignements, mais la récurrence, voilà, des non-qualités observées encore sur le terrain ont fait qu'on a choisi de maintenir cet enseignement. Donc, je te laisse le dérouler si tu veux. Ok, merci. Donc, par rapport à ça, nous avons eu comme constat de non-qualité que les plantes se dessèchent souvent par manque d'eau ou inversement subissent une asphyxie racinaire par excès d'eau. Et comme origine, on a pu noter qu'il y a souvent la méconnaissance ou une absence de prise en compte de la gestion de l'eau dans les espaces végétalisés. Et donc, on se retrouve avec des contraintes comme on le voit sur la photo présentée. Et, les gros impacts, c'est déjà premièrement un défaut esthétique, puisque bon, on a une perte en qualité des palettes végétales, une défaut aussi de stabilité du sol, et enfin un inconfort thermique avec un effet d'îlot de chaleur aux abords et à l'intérieur des bâtiments, en sachant que la végétation peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Par rapport aux solutions correctives, donc, on a noté donc, le fait de maintenir une bonne perméabilité du substrat, nécessaire à l'infiltration directe des eaux de pluie, aussi la nécessité d'évacuer les eaux pluviales trop importantes en installant des caniveaux, des grilles à valoir, des buts enterrés, des exécutoires. Donc, par exemple, en Guadeloupe, on a eu des fortes inondations et on a pu noter que la gestion de l'eau est vraiment particulièrement nécessaire sur nos territoires, mais ça vaut aussi pour l'ensemble des DOM. Et en fait, donc, installer un système d'arrosage selon les besoins et en fonction des enjeux qualitatifs de l'espace. On a noté aussi comme bonne pratique donc, de perturber le moins possible le cycle naturel de l'eau, la nature est bien faite, et favoriser l'infiltration directe de l'eau là où elle tombe. Limiter aussi la concentration des eaux de pluie en surface afin de réduire l'ampleur et la fréquence des risques d'inondation. On a noté aussi le fait de dimensionner les ouvrages en fonction des risques, sur les territoires à risque, donc il faut aussi le prendre en compte. Lié au site, donc exemple des pluies torrentielles d'un cyclone. Et enfin, donc, récupérer les eaux de pluie pour le système d'arrosage afin d'économiser l'eau potable, c'est une ressource précieuse, et ainsi mieux gérer la ressource en eau. Un exemple de bonne pratique, on peut noter donc, cet exemple avec un sol vitalisé aux abords de bâtiments qui permet donc une infiltration directe des eaux de pluie et ce qui permet de préserver, protéger les entrées et les abords du bâtiment. On a dit, donc on est sur des rapports qui font partie de la collection 12 enseignements, donc on a fait le choix de retenir 12 enseignements. Là où on va vous en présenter un dernier, puisque l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est pas forcément d'être exhaustif, mais vous donner un aperçu des enseignements qui ont été retenus. Donc un dernier renseignement à présenter, c'est celui de mettre en place un entretien régulier et adapté. Encore une fois, c'est un enseignement qui peut toucher différentes situations, mais qui nous a paru, aux contributeurs y compris, etc., qui nous a paru important de maintenir. Donc, le constat de non-qualité, en fait, c'est la végétation aux abords et au sein des bâtiments est négligée au fil du temps. Donc, au début, c'est tout beau et à la fin, on voit la dégradation de ces espaces. Donc, l'origine, en fait, c'est la sous-estimation du temps et des charges pour l'entretien de ces espaces verts, le manque de ressources humaines ou des compétences pour assurer cet entretien optimum, et bien sûr le non-respect des réglementations, des règles de l'art et de l'aspect de sécurité principalement pour les travaux en hauteur. Donc, quelques principaux impacts, dégradation, voire disparition de la végétation mise en place, entraînant un inconfort thermique avec les effets d'îlots de chaleur aux abords et à l'intérieur des bâtiments. Bien sûr, le développement de plantes invasives en lieu et en place des palettes originales et le défaut surtout esthétique avec une perte en qualité des palettes végétales et manque d'uniformité des paysages. Donc, quelques solutions correctives, mettre en place un plan de gestion des espaces verts, adaptation de l'entretien selon les usages, former les agents aux bons gestes et surtout rédiger un cahier de recommandations. Donc, comment entretenir en fait ces espaces et à quelle période et aussi la temporalité. Donc, les bonnes pratiques, donc s'assurer que la qualité esthétique et agronomique optimale des plantations et donc de longévité, impliquer dès la conception avec le maître d'ouvrage, mais aussi dès la réalisation, les personnes en charge de l'entretien de ces espaces. Recourir à un personnel qualifié, bien sûr, et du matériel adapté aux besoins, ou bien à un prestataire spécialisé avec un contrat de maintenance ou d'entretien. Définir des plannings d'intervention cohérents et réguliers
en fonction de la nature des sites plantés et des enjeux qualité attendus. Donc, quelques exemples de bonnes pratiques. Donc déjà un jardin intérieur entretenu régulièrement. Donc là, on a le jardinier qui a vraiment son cahier de recommandations par rapport aux espèces qui sont plantées dans cet espace et comment il a vraiment un cahier pour pouvoir faire l'entretien de cet espace-là. Très bien, merci Florence. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'était de ne pas dépasser 45 minutes, 50 minutes de présentation. Pour cette présentation, vous aurez l'occasion sur les territoires d'approfondir le sujet si vous le souhaitez en atelier thématique. Les trois enseignements qui n'ont pas été détaillés aujourd'hui, mais qui figureront dans le rapport. Donc vous avez le premier qui est celui d'utiliser les façades comme support de la végétation. Donc ça, voilà, partie de constat de non-qualité, de façades fortement dénudées, etc. Et d'un autre côté, beaucoup de bonnes pratiques aussi sur des choses qui ont été mises en place, avec certains points de vigilance, bien sûr. Un autre enseignement qui était celui de végétaliser les talus aux abords des bâtiments. Très rapidement, des constats de non-qualité de bâtiments qui n'ont pas ou mal été végétalisés, qui finalement, après érosion, etc., on n'a plus de végétation et on n'a plus cet effet de fraîcheur qui était recherché à proximité des bâtiments. Et un autre enseignement, celui d'assurer la végétalisation d'un espace partiellement ouvert, où là aussi il y a eu beaucoup de bonnes pratiques de rencontrer sur le terrain et quelques non-qualités qui ont fait l'objet d'analyse. Voilà, ça sur ce rapport thématique. Je vous l'ai dit aussi en introduction, il y aura accès à d'autres types de livrables. L'objectif, c'est de sensibiliser les différents acteurs de la filière, donc on n'est pas tous sensibles au même support, au même format. Donc, par exemple, pour ce rapport thématique, il y a 4 enseignements qui vont être déclinés en format tuto et sur les autres rapports thématiques aussi. Du coup, là, on voulait vous donner juste un petit exemple. Alors, c'est un exemple pour vous montrer la forme que ça aura. Là, il n'est pas complètement finalisé, mais on voulait quand même vous le montrer pour que vous ayez une petite idée. L'objectif, en fait, c'est de se fixer un seul message de manière très courte pour que vous puissiez utiliser ce format pour sensibiliser, pour les réseaux sociaux, etc., etc., ou même pour vos formations. On peut peut-être poursuivre avec quelques éléments de conclusion, Joël, Florence, sur cette thématique végétalisation et bâtiment. Donc, en conclusion, en fait, sur ces enseignements, donc, franchement, de prendre la tâche, en fait, de ces documents, bien sûr, de l'adapter aussi au territoire, surtout de choisir des espèces qui sont adaptées, voilà, pour protéger nos façades. Donc, on a besoin, en fait, d'éviter cette minéralisation des sols et donc de toujours avoir en fait de très bonnes pratiques, mais également des cahiers de recommandations pour pouvoir entretenir cette végétation autour des sites. C'est vrai que ce que vous avez remarqué sur le terrain, c'est vraiment ce côté anticipation qui était l'élément fort pour arriver à des bonnes pratiques. On le retrouve, que ce soit dans les origines ou dans les bonnes pratiques, le fait d'anticiper toutes ces problématiques est la clé de la réussite.
Oui. Alors, du coup, pour terminer, je rejette juste un petit coup d'œil dans la conversation. Hop, OK, pas de problème particulier. Du coup, quelques petites conclusions générales. Donc, je voudrais remercier le travail que vous avez fait, Joël et Florence, pour cette présentation et puis tout au long du retour d'expérience. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au total, il y a 7 thématiques qui sont abordées là, durant les 2 mois qui sont présentées. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ces thématiques et ces livrables. Donc pour ceux qui se sont inscrits suffisamment tôt, donc je suis désolé, on a dû changer de plateforme technique, mais a priori vous êtes arrivés jusqu'ici, donc c'est que le changement a fonctionné. Du coup, il n'y aura plus de soucis pour les autres webconférences. Hein. Vous avez les liens, les horaires des différents territoires. Voilà, je remercie tout le monde à la technique aussi, Davy sur l'enregistrement. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup mardi 24 mai, qui est la prochaine date où on parlera du rafraîchissement en ventilation naturelle avec les enquêteurs de Quai Bâti en Martinique.